Bienvenue à tous sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Joshua Ossi, qui est candidat à l'élection présidentielle de 2025 et président du Social Democratic Front. Avec son programme audacieux intitulé Rescue Cameroun, il propose des réformes profondes dans l'éducation, la santé et la diplomatie. Dans cet entretien exclusif, mesdames, messieurs, il nous dévoile sa vision et ce que représente selon lui une véritable alternative pour les Camerounais. Monsieur le Président, bienvenue sur Africa 24. Merci et très bonne journée à vos téléspectateurs. Pardon. Vous avez décrit votre programme comme un changement radical. Quelle est la philosophie fondamentale que sous-entend Rescue Cameroun? C'est très simple. Dans cette élection, il y a 12 candidats. Il y en a 11 qui vont vers le trône. Qui veulent remplacer M. Biya. Il y a un parti politique et son candidat, le SDF et Joshua Ossi, qui veulent changer de système. Et donc c'est ce changement de système qui est radicalement différent. Nous pensons que le pouvoir doit revenir au peuple. Nous sommes convaincus que les problèmes de développement que nous avons viennent de l'hypercentralisme et du jacobinisme du régime de Yaoundé actuel. Et c'est ce qu'il faut casser. Absolument. Donc nous voulons remettre le pouvoir au peuple à travers le fédéralisme et ensuite mettre en place un régime semi-parlementaire pour pouvoir avoir un réel contrôle de l'exécutif par le Parlement et une justice indépendante. Monsieur le Président, vous parlez de fédéralisme, mais comment l'implémenter au Cameroun en ce moment? Écoutez, comment est-ce qu'on a implémenté la dictature ou comment est-ce qu'on a implémenté l'autocratie? Il faut une certaine volonté politique dont nous allons commencer à avoir un exercice de vérité, paix et réconciliation qui est nécessaire. Il faut absolument retrouver la confiance, il faut absolument créer un climat d'entente nationale, il faut absolument qu'il y ait un contrat social entre les Camerounais et aussi entre les Camerounais, donc entre les gouvernés et les gouvernants. Et donc cela passe par un exercice aussi dans les 360 communes du Cameroun, un exercice, un grand dialogue national, je peux l'appeler ainsi, mais au niveau local et pas avec des élites, et qui finira par une conférence constitutionnelle qui va proposer une nouvelle constitution fédérale et semi-parlementaire au peuple camerounais par voie de référendum. Nous pensons que nous avons besoin de 3 ans pour y arriver. Et nous sommes optimistes que ce référendum passera et donc nous aurons les 4 dernières années du mandat pour l'implémenter. Comment comptez-vous financer la gratuité des documents administratifs essentiels et de l'éducation jusqu'au niveau secondaire sans gréver des financements? Ces propos exactement qui font partie de votre projet de campagne. Écoutez, aujourd'hui, si vous regardez ou si vous avez regardé la loi portant orientation de l'éducation et tout ce qui passe autour, vous verrez que l'éducation au Cameroun est déjà gratuite. Le problème, c'est que ce n'est pas appliqué. Le problème, c'est que nous avons des gens qui ne sont pas du tout sérieux et qui essayent de contourner les lois pour faire payer aux élèves et à leurs parents, alors que normalement les lois disent que tout cela doit être gratuit. Et ce que moi je dis, c'est que ça sera effectivement gratuit. Donc le budget de l'éducation nationale doit juste être organisé correctement. Et de toute façon, du moment où vous appliquez, ne serait-ce que les dispositions de la loi portant décentralisation déjà en vigueur aujourd'hui, vous verrez que ce qui se passe aujourd'hui est en déphasage avec la réalité, en fait, ce que la loi demande. Vous verrez, par exemple, que il est prévu au niveau de l'éducation de base que ce soit que les compétences de l'éducation de base soient au niveau des communes, mais malheureusement aujourd'hui, la majeure partie de ces compétences sont restées à Yaoundé. Donc quand nous allons passer à un système fédéral où cette éducation, qu'elle soit professionnelle ou générale, sera jusqu'à la fin du secondaire, sera au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau des communes, vous verrez que toute l'approche changera. Et donc, on n'aura plus besoin de passer par des APE, par des frais d'informatique, par plein de soubresauts qui sont mis sur pied pour frustrer le peuple camerounais. On n'en a pas besoin. Même le manuel scolaire aujourd'hui est un
véritable scandale. Voyez-vous, avec toutes les imprimeries que nous avons au Cameroun, l'année passée, on était à 0% de manuels fabriqués au Cameroun. Aujourd'hui, je pense qu'on est autour de 5, 6, 7, 8%, mais on devrait atteindre 100%, et nous voulons même passer au digital et au tout digital pour rendre le manuel scolaire accessible à tout le monde et à très bas prix. Aujourd'hui, en moyenne, je pense qu'on dépense plus ou moins entre 50 et 90 000 francs, alors que notre solution ramène ce manuel scolaire à moins de 15 000 francs, ce qui fait que nous pouvons, en tant que gouvernement, le financer et rendre le manuel scolaire gratuit. Comme le prévoit votre programme électoral, le projet Trans-Aqua est un méga projet visant à transférer l'eau du bassin du fleuve du Congo vers le bassin du lac Tchad. Comment, Monsieur le Président, comptez-vous piloter ce projet qui est au point mort et surtout réunir les fonds que les experts estiment à 50 milliards de dollars? Alors, ce que je dis avec Trans-Aqua, qui n'est pas le projet de Joshua aussi, qui est un projet qui a été mis sur pied avant ma naissance, c'est que ce projet est un ballon d'oxygène pour la région du bassin du lac Tchad et donc pour le Cameroun. Il s'agit, vous savez peut-être, vous êtes peut-être au courant qu'un des plus gros problèmes aujourd'hui au lac Tchad, c'est que 90% de son volume d'eau a disparu. Donc on n'a plus que 10% du lac. Vous devez comprendre que le bassin du lac Tchad représente grosso modo 50 millions d'habitants, c'est-à-dire beaucoup plus que tout le Cameroun. Et la pression de l'absence de l'eau, la pression des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, la pression même, la compétition, la pression exercée par la compétition de l'eau fait en sorte que des organisations comme Boko Haram trouvent un terreau fertile pour pouvoir apporter la paix dans le Grand Nord et surtout dans l'extrême Nord, pour pouvoir faire en sorte que Boko Haram cesse d'avoir un marché, un immense marché de recrutement auprès de la jeunesse en désespoir et au chômage. Il faut créer des opportunités. Et pour créer ces opportunités, il faut remettre de l'eau dans le lac pour pouvoir faire vivre toute cette région. Et c'est pour ça que je trouve que ce projet est très important, parce qu'au-delà de tous les emplois que nous pouvons apporter par l'industrialisation et la transformation des produits locaux sur place, il est aussi important que l'agriculture puisse véritablement vivre dans cette zone-là et aussi l'élevage. Et ça ne pourra pas arriver si on ne transfère pas de l'eau. Et d'ailleurs, en transférant de l'eau du bassin du Congo vers le bassin du lac Tchad, on donne aussi une immense opportunité à notre voisin centrafricain pour des centaines de milliers d'emplois autour du canal et aussi pour la génération d'électricité. Le projet prévoit à peu près 1000 mégawatts entre le bassin du Congo et le bassin du lac Tchad. C'est énorme. Et donc, vous voyez que quand nos voisins se portent mieux, nous aussi on se porte mieux. Donc, c'est pour cela que ce projet est important. Et ce que je dis, c'est qu'il faut porter ce plaidoyer, il faut pousser ce plaidoyer pour que le bassin du lac Tchad reprend vie. Monsieur le Président, vous parlez effectivement de jeunesse et d'emploi, mais que faire actuellement, que faites-vous actuellement, que pourriez-vous faire si vous êtes élu président sur le plan de la jeunesse et de l'employabilité? Écoutez, premièrement, je suis un de ceux qui dit, et depuis toujours, depuis près de 20 ans, et j'insiste là-dessus, qu'un des problèmes, un dysfonctionnement majeur de l'autocratie en place aujourd'hui, c'est qu'il pense que l'emploi des jeunes ou l'absence de cet emploi, le chômage des jeunes, est un problème social. Ce n'est pas un problème social. Moi, je considère que c'est un problème de sécurité nationale. Parce que, voyez-vous, je suis probablement le seul homme politique qui est allé sur le front dès le départ, en 2014, de Boko Haram dans l'extrême nord. Je suis l'un de ceux qui s'y allaient sur le front dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et quelque chose qui est clair, c'est que tous ces groupes armés embauchent dans le désespoir et le chômage. Il n'y a aucun jeune qui prend des armes, qui démissionne à Africa 24 ou dans une banque pour aller en brousse prendre les armes. Et donc, il faut comprendre qu'il y a un problème fondamental. S'il y a autant de jeunes qui sont disponibles pour prendre ce chemin-là, il faut trouver une solution. Et donc, ce problème n'est pas que
sur ces fronts-là, mais c'est partout au Cameroun, avec les coupeurs de route, le grand banditisme, la drogue, etc. Et donc il faut travailler sur des opportunités. Et comment est-ce qu'on obtient des opportunités de travail? Mais c'est en investissant massivement et en mettant, en tant que gouvernement, ça ne veut pas dire sortir l'argent des coffres de l'État, non, mais en mettant en place des régulations qui font en sorte que le pays redevient à nouveau attrayant et puisse attirer des investisseurs et puisse sécuriser les investissements. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, presque 85% de tous les procès dans nos tribunaux sont autour de la terre. La sécurité foncière est devenue quelque chose... en fait, aujourd'hui, un titre foncier au Cameroun ne vaut plus rien. Et quand on arrive à ce point-là, vous ne pouvez pas produire... vous ne pouvez pas mettre sur pied des industries qui peuvent produire et donner de l'emploi. Donc, il faut absolument travailler ce niveau-là. Il faut absolument pousser à la transformation de ce que nous produisons. Il faut pousser le Made in Cameroun et il faut investir énormément dans l'économie du savoir et aussi dans le digital, parce que ce sont des poches où nous pouvons créer des centaines de milliers d'emplois en très peu de temps. Et donc, nous le reconnaissons, nous le proposons, nous savons ce que nous devons faire, et surtout, nous avons un logiciel qui comprend ce qu'il faut faire, et ceux que nous voulons remplacer sont arrivés au pouvoir en 1957, et à part la machine à taper manuelle, ils ne comprennent pas grand-chose de tout ce que je viens de vous dire, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas nous trouver des solutions, parce qu'ils sont dépassés par la situation. Quelles mesures spécifiques mettrez-vous en œuvre pour rendre les soins de santé véritablement accessibles et surtout pour les Camerounais en zone rurale? Écoutez, il faut déjà comprendre que rendre la santé accessible est un challenge global. C'est-à-dire que ce n'est pas en augmentant le nombre d'hôpitaux et en réduisant le prix de l'accès aux soins que vous le faites. Parce que la santé est quelque chose d'holistique, c'est-à-dire que c'est transversal, je peux le dire ainsi. Déjà, il faut qu'on soit conscient que quand on investit 100% du budget de la santé dans les hôpitaux, ça veut dire qu'on a échoué. Parce qu'au fait, quand votre système de santé fonctionne, vous avez le moins de Camerounais possible qui ont besoin d'aller à l'hôpital. C'est ça un système de santé qui fonctionne. Donc déjà, il faut le comprendre, il faut ce changement de paradigme. Aujourd'hui, nous sommes dans un paradigme dépassé où on croit que la santé, c'est d'investir des milliards dans les hôpitaux. Oui, il faut investir des milliards dans les hôpitaux parce que nos plateaux techniques sont en dessin de ce qu'on veut. J'en veux pour preuve, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui vont à l'étranger pour se faire soigner. Moi, le premier jour, dans une de mes mesures de rupture, dès le premier jour, je vais interdire le fait que qui que ce soit se fasse soigner à l'étranger au coût du contribuable, avec l'argent du contribuable. Ça n'existera pas. Et déjà, vous verrez que quand le ministre de la Santé sera obligé de se soigner lui-même dans ses établissements, les choses changeront. Vous voyez, moi, j'ai voyagé dernièrement avec un directeur d'un grand hôpital du pays, je ne vais pas le citer, qui était en évacuation sanitaire. Donc, si le directeur général d'un grand hôpital public va se faire soigner en France, vous voyez qu'on a un problème. Et donc, ça, c'est des mesures concrètes qu'on prend pour pouvoir faire en sorte que les plateaux techniques soient à la hauteur. Parce que quand le président de la République se fait soigner au Cameroun et ne se fait plus soigner à Genève, comme c'est le cas aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des plateaux techniques présidentiels présents au Cameroun, par exemple. Mais je reviens sur ce que j'ai dit dès le départ. La santé ne se limite pas à l'accès des soins, mais plutôt à un ensemble. Et il faut surtout travailler pour que la famille camerounaise ne s'appauvrit pas quand elle se fait soigner. Ça, c'est très important et c'est primordial. Et là, il y a plusieurs choses à faire, comme par exemple arrêter avec tous les frais dans le système de santé camerounais actuel. Aujourd'hui, il faut absolument penser à doubler les salaires du personnel soignant, d'ailleurs aussi du personnel éducatif. Et il faut comprendre qu'il y a un système qui a été mis en place dans nos établissements publics de santé qu'il faut arrêter. Parce qu'aujourd'hui, dans le budget du Cameroun, il n'y a pas une ligne où c'est mentionné recettes venant des hôpitaux. Ça veut dire que tout ce que nous payons
dans ces hôpitaux-là, que ce soit la consultation, que ce soit les frais ambulatoires, que ce soit une opération, tout cet argent, au fait, est détourné. Parce que la loi est claire. Il y a l'unicité de la caisse de l'État est évidente dans la loi portant régime financier de l'État. Donc on devra avoir une ligne disant recettes venant des hôpitaux publics. Ça n'existe pas. Et vous savez pourquoi ça n'existe pas? Parce que cet argent est partagé entre eux. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut plutôt payer tout ce personnel à la hauteur de leurs attentes et de la capacité de l'État et arrêter de faire payer l'usager, parce que l'usager a déjà payé des impôts pour que l'accès aux soins soit gratuit. Donc vous ne pouvez pas faire payer l'impôt et vous n'utilisez pas l'impôt pour l'hôpital et vous demandez aux gens de payer quand ils arrivent à l'hôpital pour se faire soigner. Donc voyez-vous, voilà des pistes, il y en a beaucoup plus, mais j'aimerais me limiter à ça. Si vous êtes élu président de... Quand je serai élu président. Si vous êtes élu... Quand je serai élu. Monsieur le Président, Oui. c'est encore conditionné. Bien sûr, moi je suis devant vous et donc vous me dites quand vous serez élu, parce que je serai élu. Je dis, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Quand vous seriez élu, Merci. est-ce que les Camerounais pourra compter sur vous pour une meilleure réforme économique? Bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que je parle. Je pense que le projet politique que je présente aux Camerounais est assez clair là-dessus. On a touché les points essentiels et nous pensons, moi je suis social-démocrate, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, par exemple, luttent contre la vie chère. En tant que bon progressiste et social-démocrate, moi je lutte pour le pouvoir d'achat. Moi je veux qu'on progresse, que tout le pays va vers le haut et nous avons la capacité de le faire. Madame, vous savez, le Cameroun, j'ai voyagé dans toute l'Afrique. Le Cameroun est envié par tout le monde parce que le Cameroun a tout. Et le Cameroun, au-delà de sa richesse, de son sous-sol, de sa végétation et de tout le reste, on a tous les climats de l'Afrique. On est une Afrique en miniature, mais on a une chose que beaucoup d'autres pays n'ont pas, la ressource humaine. Et donc ce qui nous manque essentiellement, c'est le leadership pour transformer tout cela pour notre bien. Et les réformes institutionnelles, que prévoyez-vous pour gagner la confiance du public? Je pense que j'ai parlé au départ. J'ai dit, on va faire... j'ai parlé de ça au départ. J'ai dit qu'il faut absolument restaurer la confiance. Il faut absolument qu'il y ait un nouveau contrat social. Et ça ne peut qu'arriver si on restitue le pouvoir au peuple camerounais. Aujourd'hui, il a été confisqué et il est tenu par une seule personne, le président de la République. Et pour y arriver, il faut passer par le fédéralisme qui remet le pouvoir au peuple. Et le système fédéral est peut-être très, très simple à comprendre parce que beaucoup demandent, vous voulez un fédéralisme à combien d'États ou à quel... Le fédéralisme n'est pas une question de géographie. Le fédéralisme est une question d'argent, de ressources et de compétences. Et nous voulons un fédéralisme qui met toutes les ressources au bas de l'échelle, c'est-à-dire pour rester dans un système à 3 tiers comme c'est le cas aujourd'hui, tout ira au niveau des communes et avec un principe de subsidiarité. Uniquement ce que la commune ne peut pas faire sera fait par la région. Et avec le même principe de subsidiarité, seulement ce que la région ne peut pas faire sera fait par Yaoundé. Voilà ce que nous proposons. Et nous aurons une péréquation fédérale qui sera inscrite dans la loi fondamentale, qu'aucun président ne pourra venir changer et que chaque commune et chaque région saura exactement quels sont leurs droits dans le budget de l'État de l'année qui va venir par rapport à leurs besoins autour de la taille, la population, le niveau de sous-développement ou de développement, etc., etc. Et donc, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous pensons être l'avenir de ce pays, parce qu'il y a une chose qui est très importante à comprendre, ce que les Camerounais veulent. Les Camerounais ne sont pas dans la logique des méga-projets. Les Camerounais veulent se lever le matin, avoir un travail, ils veulent se lever, sachant qu'ils n'ont pas besoin de courir dans tout le quartier pour amener leur enfant à l'hôpital. Ils veulent se lever sur une bonne route le matin pour aller au travail. Ils ne veulent pas se lever dans la boue et la poussière. Ils veulent avoir la capacité de pouvoir s'offrir une maison décente, pourquoi pas un véhicule. Les Camerounais rêvent des choses devant leur porte. Ils ne rêvent pas des grands barrages. Bien sûr, il faut des grands barrages pour qu'il y ait l'électricité, l'eau et tout le reste, mais il ne faut pas
penser uniquement sur les grands projets, oublier que l'essentiel du développement est au niveau de la famille, au niveau du domicile. Et ce développement-là ne peut qu'être porté par la commune. C'est pour cela que l'hôpital, le social, l'éducation, les infrastructures de base, etc., l'électricité, l'eau, devront être, ce seront des compétences au niveau de la commune pour que, quand ça ne marche pas dans une commune, vous savez exactement que c'est votre maire le problème et vous savez où aller l'arrêter. Aujourd'hui, quand vous avez un problème au lac Tchad ou à Mouloundou, malheureusement, la personne qu'il faut aller arrêter, c'est le président de la République. Et même le Premier ministre n'arrive pas à le voir. Donc comment le citoyen va pouvoir le voir? Et c'est ça que nous voulons casser. Et c'est pour ça que nous parlons de changement de système. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Je vous en prie, merci pour vos questions. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale de l'interview avec Joshua Ossi, candidat au présidentiel 2025 au Cameroun. L'information continue sur Africa 24.